Bonjour, eh bien, nous allons aujourd'hui terminer l'étude des amortissements par l'examen de régimes particuliers. Alors en fait, nous allons voir deux séries de régimes particuliers. D'abord, le régime d'amortissement des biens qui sont donnés en location, et puis le régime d'amortissement des constructions et des aménagements qui sont effectués sur sol d'autrui. Alors tout d'abord, le premier point, les biens donnés en location. Alors, la règle générale ici, qui est évidemment importante, c'est que pour les biens qui sont donnés en location ou mis à disposition, vous voyez, il faut les amortir sur la durée normale d'utilisation et non en fonction de la durée du bail, en fonction de la durée de la location. Oui, ce n'était pas évident comme solution, mais c'est ça la solution qui est retenue. Donc c'est la durée normale déterminée en fonction des usages, vous le savez, comme on l'a vu dans la leçon précédente, et donc on ne tient pas compte en principe de la durée de location. Alors, il y a quelques régimes un tout petit peu particuliers, notamment le crédit bail. Alors, le crédit bail, nous aurons l'occasion de consacrer une leçon au crédit bail, mais enfin, en deux mots, d'abord, décrivons la procédure du crédit bail, ce qui explique la suite, bien sûr. Alors, le crédit bail, vous savez, vous avez une société de crédit bail, qui achète l'immeuble. Par exemple, il y a le matériel, il y a deux catégories de crédit, le crédit bail. Le crédit bail se subdivise en crédit bail mobilier, ça concerne donc des meubles au sens juridique du terme, comptable, du matériel, et puis le crédit bail immobilier, qui est évidemment le plus répandu. Alors, dans ce cas-là, voyez-vous, prenons le cas du crédit bail immobilier, parce que c'est surtout pour eux que le problème de l'amortissement se pose ici. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que donc la société de crédit bail acquiert l'immeuble, le loue crédit bail à une autre entreprise pendant une certaine durée, le contrat de crédit bail immobilier étant en principe de 15 ans, vous voyez, c'est grosso modo, c'est ça la durée moyenne. Donc vous avez un contrat de crédit bail immobilier de 15 ans, l'entreprise est locataire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la société de crédit bail demeure propriétaire, et ce n'est qu'au terme du contrat de crédit bail, c'est-à-dire au terme des 15 ans, que l'entreprise locataire peut lever l'option, comme on l'appelle, et dans ce cas, si elle lève cette option, dans cette hypothèse, bien sûr, elle devient propriétaire, d'où le terme crédit bail, vous voyez. Donc, en fait, pendant 15 ans, elle va payer des redevances, et au bout de 15 ans, elle lève l'option, en payant, le cas échéant, un supplément pour devenir propriétaire. Donc, nous reviendrons un peu plus en détail dans une leçon en particulier, parce qu'on va consacrer une leçon au crédit bail, qui est un régime un peu complexe, mais simplement ici, un mot pour l'amortissement. Donc, vous voyez quel est le problème. Encore une fois, ça nous permet de préparer un peu la leçon sur le crédit bail. Le problème, c'est que le contrat de la société de crédit bail, commençons comme ça, demeure propriétaire de l'immeuble. Et par conséquent, a priori, il resterait dans son bilan. Sauf que la durée d'amortissement de l'immeuble, c'est souvent 20 ans, tandis que là, la durée du contrat de crédit bail, ce sera 15 ans simplement, voyez-vous. Et par conséquent, la durée du contrat est inférieure à la durée normale d'amortissement de l'immeuble. C'est la raison pour laquelle la société de crédit bail bénéficie d'un régime un tout petit peu particulier. Elle peut opter pour ce qu'on appelle le régime de l'amortissement financier, c'est-à-dire d'amortir sur la durée du contrat, la durée des 15 ans en particulier. Mais c'est un cas tout à fait particulier, c'est le cas des sociétés de crédit bail, n'est-ce pas? C'est pour tenir compte, oui, de cette réalité sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. La durée du contrat de crédit bail est en général inférieure à la durée d'amortissement s'agissant du crédit bail immobilier, ce qui explique ce régime un tout petit peu particulier. Alors ensuite, venons-en à des choses beaucoup plus courantes, les biens loués par une personne physique. Alors là, il y a une limitation de l'amortissement déductible. Alors d'abord, commençons un peu par la fin, partons de l'exemple des locations meublées. Vous voyez. Les locations meublées, c'est des BIC, car en effet, nous sommes ici dans le cas de l'amortissement BIC. Or, les locations, les biens loués par une personne physique, il y a deux choses l'une, vous le savez. Si c'est une location non meublée, une location en nu, on est dans les revenus fonciers, donc là, il n'y a pas d'amortissement. Donc, pour qu'il y ait l'amortissement, pour que la question de l'amortissement se pose, il faut qu'on soit dans les BIC, c'est-à-dire on soit dans les locations meublées. Et alors là, il y a une règle, la règle que vous pouvez lire ici, c'est que le montant déductible de l'amortissement est limité. Il est limité à la différence entre le montant des loyers
et le montant des autres charges, l'autre charge autre que l'amortissement. On prend les loyers moins les autres charges. Parmi les autres charges, il y en a beaucoup, mais quelles sont les autres charges les plus importantes? Eh bien, très souvent, les intérêts d'emprunt. Autrement dit, vous voyez en pratique comment ça fonctionne. C'est-à-dire, vous avez donc la limitation de l'amortissement, on prend le montant du loyer moins les intérêts d'emprunt, entre autres charges, mais moins souvent les intérêts d'emprunt. Et l'amortissement déductible, c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que pour ces locations meublées, soyons clairs, la plupart du temps, la différence en question est très faible, voire nulle. Des fois, d'ailleurs, le montage financier de la location meublée part de cette idée en disant nous allons déterminer les intérêts en fonction des loyers, les loyers en fonction des intérêts. Vous voyez, celui qui fait le montage, là, le concepteur du montage fait ça. Donc, dans un premier temps, dans les locations meublées, le montant de l'amortissement déductible sera un montant qui sera très très faible. Mais, comme je le dirai tout à l'heure, vous allez voir, la perte du droit à déduction n'est que provisoire, c'est-à-dire que la fraction qui est exclue, parce que la différence en question était relativement faible, cette fraction-là sera déductible ultérieurement. Prenons le cas des locations meublées, vous voyez, ce qui est souvent un montage que l'on peut qualifier, mais tout à fait légalement d'ailleurs, de défiscalisation. Vous voyez. On fait un investissement en meublé, donc il y a des intérêts d'emprunt. Par conséquent, il y a des loyers, mais comme les intérêts d'emprunt sont déductibles, la base imposable sera relativement faible. Il n'y a pas d'amortissement. Mais lorsque l'emprunt sera remboursé, lorsqu'il n'y aura plus d'intérêt, à ce moment-là, la différence en question deviendra positive. Et donc, on pourra déduire l'amortissement, ce qui permettra de réduire la base imposable. Oui, c'est ça l'avantage de la location meublée. Oui. Dans un premier temps, grâce ou à cause des intérêts d'emprunt, la base imposable est réduite. Et ensuite, on réduit la base imposable grâce à l'amortissement qui n'avait pas été déduit au départ. Et on retrouve à peu près le même régime pour les biens qui sont loués par une société de personnes, n'est-ce pas ? Alors, une société de personnes, comme vous le savez, une société semi-transparente, c'est-à-dire qui n'est pas l'IS, hein, et donc chacun est imposé sur sa quote-part. Alors, de deux choses l'une, la quote-part du résultat qui revient à une personne physique, on applique le régime précédent, celui que j'ai indiqué précédemment. S'il s'agit d'une quote-part qui revient à des personnes morales, c'est-à-dire notamment des sociétés qui, elles, peuvent être soumises à l'IS. Vous pouvez très bien avoir une société de personnes avec comme associés des sociétés soumises à l'IS. Alors là, le montant de l'amortissement déductible est limité pendant les 3 premières années, notamment suivant la mise en location. Alors ici, je n'entrerai pas dans le détail technique qui est redoutablement compliqué. Sachez simplement que on limite le montant de l'amortissement déductible dans ce cas, n'est-ce pas, pour ces personnes-là, parce que ici, ce qui est visé par la loi, ce sont des montages très importants. En fait, qu'est-ce qui est en cause ? Les sociétés de personnes qui étaient visées là, en réalité, c'était des GIE, groupements d'intérêt économique, des GIE qui acquièrent notamment des avions, des locomotives et autres. Et donc, les associés de ces GIE, c'était des compagnies aériennes et autres. Alors, avant qu'on ne modifie la loi pour limiter l'amortissement, ça permettait, je n'entre pas dans le dédale technique, ça permettait à ces compagnies aériennes, ou ces compagnies ferroviaires d'ailleurs, d'avoir un régime fiscal particulièrement privilégié, qui était considéré comme trop privilégié, d'où la limitation de l'amortissement. Oui, en arrière-plan de ça, il y a quelque chose de très important, c'est ces fameux GIE d'aviation. Et donc là aussi, les amortissements, comme tout à l'heure, nous l'avons vu, les amortissements qui n'ont pas été déduits pourront être déduits par la suite. On trouve un régime un peu comparable avec une petite précision pour les biens qui sont loués en dirigeant ou en membre du personnel. Vous savez que ça, c'est assez classique. On loue un appartement qui est souvent un appartement de fonction. Et donc, dans ce cas, on retrouve la même limitation de l'amortissement avec la petite précision, c'est que on fait la différence entre le loyer augmenté, le cas échéant, de la valeur de l'avantage en nature qui a été déclaré. Vous voyez. Et donc, là aussi, même chose, on fait la différence. Vous voyez, loyer plus l'avantage en nature, moins les autres charges. Ça limite l'amortissement, mais comme on l'a vu pour les régimes précédents,
cette limitation de l'amortissement n'est que provisoire. L'amortissement qui n'a pas été déduit pourra être déduit ultérieurement. Alors ensuite, il y a le cas particulier également des constructions, des aménagements qui sont effectués sur le sol d'autrui. Et alors là, on applique la même règle. Alors, certains juristes discutent ça, mais du point de vue fiscal, les choses sont claires. L'administration fiscale l'a dit et l'a répété, il faut amortir sur la durée normale d'utilisation. Oui, au fond, la règle est simple. Les biens donnés en location ou les biens qui sont construits sur de sol d'autrui, on reprend la durée normale d'utilisation. Finalement, on reprend les règles de droit commun en définitive, ce qui est relativement logique et surtout ce qui est plus simple, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Au revoir.